Chers amis, on continue ce matinal tocsin avec ce matin le parisiaste, pardon. Bonjour Frédéric, comment ça va? Ça va comme quelqu'un qui se réveille chaque jour avec une sensation de gueule de bois parce qu'il se dit Ouais, Ouah, ils m'ont encore fait ce coup-là la veille. Je pensais pas que ça ouais, pouvait toujours s'aggraver et ouais, puis qu'ils pouvaient continuer chaque jour à nous envoyer des signaux ouais, du degré, en tout cas de la profondeur à laquelle ils s'empiffrent sur notre dos. Donc, mais ouais, malgré ouais. tout, il faut aller. Et on va en parler de tout ça ce matin parce que voilà, je t'ai envoyé ce message parce que je trouvais intéressant. J'ai vu que tu faisais pas mal d'émissions. Tu vas nous parler un peu de ton parcours parce que on te voit émerger. Alors, moi, d'autres te connaissent depuis un moment, mais c'est vrai que moi, je t'ai découvert il y a quelques mois. Je suis aussi pas mal de choses. J'essaie de suivre toutes ces voix aujourd'hui qui sont indépendantes, qui disent autre chose, hein, qui nous montrent un monde qui est bien différent de celui qu'on veut nous faire croire et nous imposer dans les médias mainstream. Et je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant qu'on ait cet entretien ce matin, que tu te présentes aux téléspectateurs de Toxin pour qu'on en sache un peu plus sur toi. Toi, grosso modo, le parcours qui t'a amené à là avoir ton studio et ces prises de position, ces interviews, ces émissions que tu commences à lancer aussi. Quel est le fil rouge, Frédéric, de ça? Le fil rouge de ça, c'est un transfuge de classe qui a grandi dans un HLM et qui, sur un Ouais, malentendu, parce que tout à coup on lui met des bouquins dans les mains, fait une grande école. ouais, J'arrive à HEC, ça se passe mal, très ouais, mal. Je m'intègre pas, c'est une catastrophe. Je sens qu'on est dans l'entre-soi parisien, tout ça, et donc je deviens tout de suite entrepreneur en me disant bah attends, quitte à être là, je vais créer une boîte. ouais. Je crée un site emploi qui dérange l'école. L'école me convoque, m'engueule. Je fais bah, je suis un entrepreneur indépendant. On est à la fin des années 90 et ils ont l'impression que le tsunami de l'Internet va les démolir et que Ouais, 6 mois, ils me foutent des claques, ils vont arrêter l'Internet. Et c'est là que je suis rentré vraiment dans une logique politique, de combat politique, parce que tout jeune, à tel point d'ailleurs que ça m'a projeté dans un profond mal-être, je me suis pris une claque d'une institution très feutrée qui dit toi, ta gueule, tais-toi, tu nous ennuies, nous voulons garder le contrôle. Hein, ouais, les têtes de piche qu'on vend aux entreprises, etc. Ben non, elles passeront mm, pas par Internet et toi et ouais, ton ouais, site Internet emploi. Sauf que malheureusement pour eux, mm, juste au moment où ils font tout pour me démolir, bam, je vends ma boîte à un géant américain. Je vais aux États-Unis, je reste 10 ans et je reviens d'accord, avec une sorte de schizophrénie dans le bon sens du terme. Évidemment, je dis ça pour rire. ouais, C'est-à-dire une sorte de prisme culturel très anglo-saxon. C'est-à-dire, j'aime bien ce monde, on te fait une petite tape sur l'épaule quand tu travailles bien, ouais, ouais, ont ouais, plein d'autres défauts et qui sont complètement cinglés, prévisibles, des grands enfants. Tu peux pas ouais, faire une réunion sans avoir un grand Coca-Cola sur la table et des pop-corn, etc. Tous ces clichés sont vrais. C'est des grands enfants, les Américains, mais ils savent bosser sur le plan entrepreneurial. ouais, En revenant en France, je me prends une méga claque dans la gueule. Donc là, en mm, fait, je commence à travailler en me disant qu'est-ce qui peut donner une voix aux entrepreneurs. C'est comme ça que je crée en 2009, je démarre un petit studio télé ouais, plus modeste que ça, avec des petits moyens sympas. J'ai un investisseur motivé et tout. J'ai des gros clients comme Orange, tout ça, avec qui évidemment je finis par me disputer parce que malheureusement pour moi, je travaille avec Fabrice Epelboin, ah oui, donc je ouais, finance le site internet. Donc laisse tomber, là c'est le Che Guevara du web. Moi je suis ouais, derrière un peu dans l'ombre, mais ouais, Fabrice les défonce tous en leur expliquant que le DPI et la neutralité du net, tout ça est la preuve qu'il y a de vastes ingénieries sociales. Et donc là on est courant 2009. Et en ce qui me concerne, je finis même par bosser pour des ministres comme Hervé Morin, qui à ce moment-là veut se faire mousser dans la sphère du monde numérique, des hackers dont il cherche l'approbation. Puis finalement, il les trahit ouais, d'une manière lamentable après une discussion manifestement houleuse qu'il a eue avec Sarkozy. mm, Et là, je rentre encore plus violemment en politique. Je me dis, putain, même quand tu tombes sur un gars qui t'inspire un peu confiance, qui a de belles valeurs d'humanisme, tu ouais, t'aperçois que c'est que de la gueule. Mais j'ai continué donc le studio télé et puis essayé de booster tout un tas d'initiatives, un peu dans l'état d'esprit qui est le tien. J'ai même, même si je me suis éloigné d'eux maintenant pour des raisons un peu idéologiques, mm, j'ai aidé le camarade qui a lancé Thinkerview au début quand il avait ouais, besoin de studio. Il n'avait pas foncièrement besoin de moi, tu vois, le mec est génial, mais voilà, il avait besoin d'un studio, j'étais là, et c'est ce qui ouais, fait qu'on a gardé une petite connivence, mais sinon, voilà, j'ai pas plus d'influence. mm, Et donc, j'ai une sensibilité à ça. Donc, je suis resté dans le média, et dès que j'ai vu arriver avec le Covid, Clubhouse, les salons vocaux et tout, je me suis dit, mm, c'est top, voilà un relais d'opinion, une caisse de résonance, on va faire des belles rencontres. Et on a fait des belles rencontres, et ça se continue sur X avec la marque Space Agora, par ouais, référence au space. Et là, mm, je suis sur le point de lancer
c'est un peu un serpent de mer pour moi parce que je veux le faire vachement bien. Mais bon, j'ai plus qu'à appuyer sur un bouton. J'ai un site qui va s'ouvrir. Là, c'est bon, on est prêt. On a le site Politoscope qui sera un blog sur lequel on va relayer justement toutes ces interviews, toutes ces rencontres qu'on fait dans les réseaux. Et moi, ce que je recherche dans les réseaux, c'est l'émulsion créatrice de l'intelligence collective, c'est-à-dire ce moment où tu postes quelque chose, mais tu t'aperçois que ce que tu as publié a principalement de la valeur par le truchement des gens qui le commentent. Y compris certains trolls débiles, au moins il y en a qui te tirent vers le bas, mais il y en a qui t'obligent à garder la tête froide. C'est pas grave. Ou certains, il faut d'ailleurs les étudier, j'en parle souvent. Mais enfin, puisque là, ça y est, on est dans l'arène de l'astroturfing, des manipulations d'opinion qui deviennent industrielles, et c'est aussi un de mes sujets. Ben, c'est intéressant parce que finalement, le web a été une forme de démocratisation pour beaucoup d'entre nous, hein, pour le coup, mais aussi une censure redoutable. Une véritable censure redoutable. Donc, c'est cette espèce de champ de bataille, parce que c'est un véritable champ de bataille, qui est passionnant aussi, et même si c'est très inquiétant, on se rend compte que c'est passionnant parce que tu as pu lancer Politoscope, tu nous le dis là dans cette émission ce matin sur Toxin, et merci d'être là, Frédéric, merci beaucoup. Et finalement, on se rend compte qu'on doit œuvrer, manœuvrer dans ce monde-là assez hostile tout de même, mais aussi extrêmement intéressant dans le sens où tu l'as dit, par le truchement des gens qui nous regardent et qui commentent et qui s'abonnent, c'est aussi ça qui fait que nous sommes toujours là, manifestement. Alors, quand tu parles d'hostilité, tu vois, j'ai une anecdote qui me revient en tête. Parce que bon, Politoscope, en fait, c'est le revival d'un site que j'avais fait en 2010 et grâce auquel j'ai rencontré Étienne Chouard. D'accord. Et le jour où Étienne Chouard a été traité de confusionniste par le cousin d'Enthoven qui était venu le piéger et essayer de le contingenter dans sa rhétorique en l'obligeant quoi à s'auto-pulvériser devant tout le monde. La veille, j'étais avec lui. Et ça m'a vraiment marqué. Quand tu dis environnement toxique, c'est ça aussi. C'est que faut bien comprendre que nous sommes dans des rhétoriques toxiques, toujours, pour reprendre d'ailleurs le célèbre mot, hein, nous sommes en permanence sur une plaque de verglas. Je réfléchis justement d'ailleurs au flux, je réfléchis, c'est une manière prétentieuse de le dire, parce que est-ce que je réfléchis? Non, mais en tout cas, très empiriquement, de facto, avec pas mal de gens autour de moi, on travaille sur ce flux d'émotions contradictoires qui nous désorientent au quotidien, qui assèchent notre énergie psychique, à tel point d'ailleurs que dans l'ouvrage là, Pourquoi combattre, édité par Rougeron, tu sais, il y a une espèce de florilège d'essais dedans. Quelqu'un qui a écrit sur cette notion d'économie psychique, ça m'a marqué. C'est-à-dire que si tant est qu'on puisse écrire sur cette notion d'économie psychique, c'est que les ingénieurs sociaux savent que notre énergie est limitée et que lorsqu'on nous donne un os à ronger, typiquement l'opposition idéologique qui horizontalise les combats, eh bien, ils peuvent tabler sur le fait que nous nous y épuisons. C'est terrible. Et à tel point maintenant qu'on vit, alors tout à l'heure j'employais le mot schizophrénie pour rigoler, mais là plus sérieusement, on vit tous une sorte de schizophrénie. Pourquoi? Ou même de psychose. Étymologiquement, psychose, c'est la peur de l'âme. Et je m'explique. Nous avons peur désormais de ce que nous ressentons. C'est atroce. C'est-à-dire que quand tu vois un travelot, moi c'est typiquement un des exemples qui me rend fou, un travelot qui va lire des bouquins dans une école à des enfants de 11 ans qui disent Madame, vous êtes un monsieur? Bah bref, et tu vois ça dans les documentaires, tu sais c'est quoi ce truc de dingue? Bah tu dois faire gaffe à ce que tu vas écrire, parce que pour l'anecdote, j'ai écrit un truc qui était faut les empêcher d'aller lire des bouquins dans les écoles. Bam, mon compte X a sauté ce jour-là, parce que tu comprends, j'ai vexé quelqu'un. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que ça va induire en moi? Bien sûr que moi ça me renforce dans mes convictions, mais le commun des mortels, qu'est-ce qui se dit le commun des mortels? Il dit oh putain, dès que je ressens quelque chose et dès que j'ai un cri du cœur, dès que quelque chose me choque, on risque de me dégager comme un malpropre et j'ai l'impression même le terme que tu as employé pour désigner cet individu aujourd'hui peut être est condamnable concrètement aujourd'hui, tu le sais. En parlant de quoi? Le travelot, je cite ton nom, c'est c'est condamnable. Alors là, moi, tu vois, c'est terminé. C'est pour ça que je me permets en tant que modérateur, ce sont tes propos et pas les miens. Bien sûr. Mais moi, j'aimais bien les travelots quand j'étais plus jeune et que j'allais danser en boîte de nuit. Je me rappellerai toujours le Folies Pigalle. J'adorais le clubhouse, etc. Mais à 2h du mat, il y avait en effet, là, pour le coup, j'ai envie de dire des drag queens, etc., qui venaient se marrer et qui nous faisaient un spectacle très drôle. Mais c'est là qu'ils étaient bien.
Ils vont pas dans les écoles, pour enfants dans les écoles, on a besoin des papis qui ont été professeurs d'histoire toute leur vie, qui sont dans les pas d'à côté, et qui, eux, ne rêvent que d'une chose, c'est d'aller peut-être lire des histoires à des enfants. Pourquoi est-ce qu'on envoie des gens? Alors, on dit drag queen pour, quelque sorte, atténuer avec une sorte d'alibi artistique, hein, le fait qu'ils ont un beau message, puis on va nous parler de tolérance, et puis quoi, on va nous faire Walt Disney à la fin? C'est bon, Walt Disney, j'ai pas besoin d'eux. Hein. Mon enfant, je vais lui montrer Bambi, etc. Quoique Bambi, c'est traumatique. Là-dessus, il y a un bâillonnage aussi de l'expression. On est tous confrontés à ça. Et aujourd'hui, on a pour nous, médias indépendants ou youtubeurs ou autres, pour ce genre de termes utilisés, ça peut valoir une censure sur les réseaux sociaux, mais ça peut aussi valoir une condamnation ou du moins une assignation. Il faut le savoir. Qu'ils y aillent. Allez-y, je vous regarde dans les yeux. Allez-y. Les travelots dans les écoles, c'est non. Ouais. Voilà. En tout cas, une nouvelle fois, je joue mon rôle de modérateur. Tu ne portes plus ça. Ouais, je joue mon rôle de modérateur. Ce sont des propos, pas ceux de mes propos à toi et de Toxin, bien entendu. Je suis obligé parce que sinon, voilà. C'est un plus gros important de le rappeler. Très prudent, donc. Voilà, non, mais c'est vraiment important de le rappeler parce que c'est vrai que on est tous sous la menace, pour revenir sur ce point général, on est tous sous la menace aujourd'hui de toute une série de contenus juridiques, judiciaires, il faut le savoir aujourd'hui. Hein. Bien sûr. Mais c'est une parfaite illustration. C'est pourvu qu'ils puissent criminaliser ma pensée. Mais simplement, l'attaque sur les enfants, la sexualisation des enfants, autre sujet qu'on a beaucoup développé, j'imagine toi aussi, avec Ariane Bilran. On a parlé sur Toxin, effectivement, notamment sur ce livre-là, au concours des lycéens. Clémence a fait une très grande émission qui a cartonné, d'ailleurs, il faut le reconnaître. Et d'ailleurs, certains médias ont repris cette affaire en ne citant pas Toxin. J'aime beaucoup et il faut quand même rendre hommage au travail de l'équipe de Toxin de Clémence qui a eu le courage, comme d'habitude, hein, de recevoir, de parler de ces sujets. Et je aurais trouvé élégant que certains médias, quand ils en ont parlé une semaine après, citent bien sûr le travail de Clémence et de toute l'équipe de Toxin autour de ça. Voilà, ça c'est dit aussi. Voilà. Absolument. Alors je reviens donc sur cette notion que le personnage joué par Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui est une magnifique métaphorisation de l'état totalitaire, c'est ce que son personnage résume en disant il y a un moment on ne sait plus si on chie du poivre ou si on pisse du vinaigre. C'est la désorientation psychique. C'est-à-dire, en fait, tu sens que tu es attaqué, il y a quelque chose qui est objectivement choquant. Au début, tu le dis hyper gentiment, parce que évidemment, je fais partie des gens plutôt tolérants, franchement, sans problème, qui en parlaient comme ça du bout des lèvres, en essayant d'être aussi distingué que possible. Mais c'est là, en fait, que tu réalises que tu as affaire à un régime qui, j'ai envie de dire, qui élabore la perversion narcissique à un niveau industriel. Parce que le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il fait ? Il attend de t'exaspérer de telle sorte que le jour où tu craques, il pourra mettre les rieurs de son côté, voire évidemment judiciariser, criminaliser ta pensée, parce que tu comprends, il t'aura rincé par des techniques de pervers narcissique, c'est-à-dire des choses qu'il est difficile de verbaliser. Et bien là, en fait, à l'échelle de la gestion des foules, à l'échelle d'un peuple, on s'assure que les gens soient au bord de la crise de nerfs en permanence, mais qu'ils soient obligés de se résigner à ne pas s'énerver. Et c'est là, en fait, qu'est le concept de domestication sur lequel il faut d'ailleurs inviter Laurent Ozon qui est excellent. C'est une domestication psychologique consistant à induire chez autrui un sentiment d'impuissance, parce que j'ai l'air en fait là du papa en colère, mais c'est pas seulement ce que je suis. Moi, je m'intéresse aux ingénieries sociales et qui est un sujet pour le coup sur lequel tout le monde devrait développer un petit peu d'expertise, puisque le seul moyen de contrer, de riposter face à une ingénierie sociale, c'est de développer son sens critique, de savoir quels sont les biais cognitifs qui sont exploités par les spin doctors qui les manipulent. D'accord. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que sur le thème de l'ingénierie sociale, je me souviens très bien que c'est un thème qui a été plutôt popularisé, notamment pendant les Gilets jaunes, parce que pendant les Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. La charte de Munich, l'ingénierie sociale, tous ces concepts-là qui sont pas dénués d'intérêt, notamment la charte de Munich également. Mais ça a été beaucoup criminalisé aussi. On a parlé de complotisme, l'ingénierie sociale, ça n'existe pas. La charte de Munich, c'est un truc de complotiste. Et c'est vrai qu'il y a eu une criminalisation dans les médias bien pensants de réflexion populaire au sens noble du terme. J'insiste énormément là-dessus. Pour éviter aux gens de réfléchir finalement ou de les criminaliser pour qu'ils arrêtent de réfléchir justement et qu'ils laissent faire tout ce petit monde tranquillement continuer à nous mettre une pression d'enfer. Eh bien, c'est alors j'en parle beaucoup dans mes spaces parce que c'est vraiment le concept central. La criminalisation à laquelle tu fais référence, c'est ce concept forgé par l'école de Palo Alto et plus précisément Gregory Bateson, ce concept de dépotentialisation de la conscience vigile.
Bateson explique dans l'écologie de l'esprit qu'il y a une sorte de système, comment dire, de dispositif de relativisation du réel que nous portons en nous, dans notre cerveau, d'accord? C'est-à-dire que ce cerveau-là est une machine à mettre de l'ordre dans le chaos. Nous avons besoin de repères, de références, même de dogmes d'ailleurs, n'en déplaise à certains qui voudraient tous les déconstruire. Nous avons besoin de références éthiques, déontologiques, puisque tu faisais référence dans un cadre professionnel, ouais, tu vois, même quand tu pousses un cri du cœur en disant ce serait bien que les médias nous respectent, tu vois, on a le réel dans lequel nous évoluons est une sorte de récit de soi qui se déroule par des jalons qui eux-mêmes sont inspirés par un système de valeurs, d'accord ? Si je casse ce système de valeurs, je tue l'écologie de l'esprit, c'est-à-dire que je n'arrive plus à recycler les énergies qui me permettent en quelque sorte de durer. Et ça peut t'amener évidemment à passer par les 1000 nuances de la résignation, du sentiment d'impuissance, de mal-être, voire dépression, voire suicide. Hein. Je veux dire, Camus commence un de ses bouquins en disant la seule véritable question philosophique, c'est celle du suicide. On n'en parle pas assez et je te recommande un jour peut-être d'en faire un sujet sur Toxin, parce que là, on est sur les dernières années, on est sur une explosion des taux de dépression, mais aussi de suicide, pour des motifs qui sont à l'origine, hein, les motifs déclencheurs, sont d'ordre économique, parce que la casse sociale est insupportable. Donc là, on peut vraiment dire que ceux qui nous gouvernent ont du sang sur les mains. Mais donc, pour terminer, la dépotentialisation de la conscience vigile, tu vois, ce dispositif qui relativise le réel et qui le restructure, c'est la conscience vigile. Et donc, on a découvert, notamment par l'isolation sensorielle, qui se fait à niveau individuel dans des techniques d'interrogatoire comme QBARC, hein, qui ont été notamment forgées par ces gentils employés de l'OSS que furent justement Gregory Bateson et puis son acolyte Milton Erickson. Eh bien, on a découvert en fait que lorsqu'on cassait, si tu veux, un individu en détruisant tous ses repères, en l'isolant sensoriellement, on pouvait après lui offrir une ligne de fuite, une sorte de fuite raisonnable à laquelle sa conscience va compulsivement s'accrocher pour en fait prendre une espèce de bouffée d'oxygène existentiel, quoi, tu vois, pour revenir un petit peu à la vie. Mais qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid ? C'est ce qu'on a fait. On a créé justement un dispositif d'isolation sensorielle pour que les gens tentent de recréer, si tu veux, en plus de manière parfois extrêmement manichéenne, une logique du bien, du mal, de ce qu'il faut pas faire, de ce qu'il faut pas faire, etc. Le tout, évidemment, dans une forme de dissonance cognitive qui a dépotentialisé cette fameuse conscience. Et donc là, ce dont je parle, c'est un de mes sujets centraux parce que c'est la base des ingénieries sociales quand elles consistent à induire cette fameuse schismogenèse, mot qui revient un peu à la mode, dont je parlais déjà il y a 2 ans sur plusieurs vidéos sur X, qui est donc schismogenèse, hein, la genèse du schisme, donc c'est-à-dire comment on fragmente un peuple en exploitant ces espèces de biais de proximité, de jalousie que chaque être humain porte en lui, hein, à l'état de réflexe bestial. On va exploiter ça, comme un levier on va dire, de destruction psychique. Voilà. Et donc, les ingénieurs sociaux font ça pour s'assurer qu'émerge au milieu de ce chaos, eh bien, une forme d'ordre dont ils auront eux-mêmes déterminé la structure. Ordo ab chaos, bien sûr. Frédéric, là-dessus, j'ai une question extrêmement intéressante. Enfin, j'aimerais avoir ton analyse là-dessus. Il y a tout de même une partie de la population qui n'a manifestement pas envie de se mettre les mains dans le cambouis, qui n'a pas envie de sortir, qui n'a pas envie de réfléchir, qui préfère faire les autruches, un terme que j'aime beaucoup. Comment tu expliques ça ? Il y a aussi, est-ce que selon toi, il y a quand même aussi une part de responsabilité au-delà de l'ingénierie sociale ? Il y a tout de même des gens qui n'ont pas envie de s'embêter, pour pas dire autre chose en antenne, qui n'ont pas envie de s'embêter, finalement, leur petite vie dans une espèce de petit hédonisme qui n'existe plus de la casse sociale et de tout ce que nous vivons. Mais finalement, tant que les murs de la prison ne se resserreront pas suffisamment pour les broyer, les mettre en charpie, ils continueront finalement. Comment tu le conçois ? Parce que ça, est-ce que c'est une responsabilité individuelle aussi de ces gens-là, à un moment donné ? Alors, je te suivrai très volontiers sur ce terrain-là, mais en fait, les ingénieurs sociaux savent qu'il y a environ 20% de la population qui va se conformer idéologiquement à la ligne dominante. Okay, ça aussi, c'est tout un tas de biais, notamment le biais d'étiquetage. Il y a aussi un certain nombre de biais qui ont été étudiés sur le thème de le renforcement de l'engagement. C'est-à-dire que ces biais connus des spin doctors sont ceux qui leur permettent donc de compter sur 15, 20, 30% de la population, c'est-à-dire sur une espèce de noyau dur qui va te donner une espèce d'armée de zombies anesthésiés à minima, donc totalement obéissants, sur lesquels on peut compter pour aller d'ailleurs y puiser des larbins. Hein, on a quelques larbins macronistes là qui sont ceux qui donnent littéralement d'ailleurs le fouet pour se faire battre à coups de volets de bois vert, fiscalement maintenant, à leur maître. Simplement, c'est quelque part, ils aspirent
à cette forme de reconnaissance. Bon, passons là-dessus. Ensuite, tu as 1000 nuances de gris. Tu as des gens qui sont comme le fruit mûr que tu n'as plus qu'à accueillir d'une branche accessible. Et puis, juste une petite tape sur l'épaule, tu discutes avec eux, ils disent « Mais bon sang, mais c'est bien sûr, merci de m'avoir parlé. » Parce qu'ils sont pris, en fait, dans cette espèce de violence économique quotidienne qui fait que de temps en temps, entre deux rendez-vous dans la voiture, ils allument BFM et ils écoutent 5 minutes de politique dans le mois. Et moi, j'en croise d'ailleurs dans mon village et dans les réunions parents d'élèves, etc. Je gratte un petit peu, je décape et je m'aperçois qu'ils savent même pas le nom du Premier ministre, quoi. En fait, là, on a plutôt une masse de victimes déconnectées. Et puis, pour certains, c'est un choix intellectuel assez élaboré. C'est-à-dire, je suis très pris, j'ai un boulot, j'ai une famille à protéger. Dès que je touche à ça, honnêtement, ça pue. Voilà. Comme disait Nietzsche en 1882, il disait dans un siècle, hein, les mots vont puer. Après un siècle de journalistes, les mots pueront. Il y a des gens qui spontanément l'ont compris. Hein. Ils disent dès que j'allume la télé, ça pue. Donc je les laisse gagner et je laisse tomber. Et c'est cet abandon qui est terrible. Et là, en fait, on a le premier parti de France qui est celui des abstentionnistes. Mais comment tu expliques, comment tu expliques effectivement que ces gens qui ne veulent pas toucher parce que tu dis que ça pue, manifestement, je n'arrive pas à comprendre comment eux-mêmes ne comprennent pas qu'à un moment donné, cette situation va directement influer sur eux, sur leurs enfants, sur leur famille, et qu'ils vont être encore plus victimes que l'état dans lequel ils sont. C'est cet cheminement, en fait, tu vois, que j'ai du mal à comprendre chez eux, d'ailleurs, pour le coup. Écoute, moi, ça me rend fou. Il s'avère que, bon, tu vois, je joue dans un club de sport plutôt bourgeois, c'est là où on fait du squash et des trucs. Et je suis le sale type dans cet environnement, juste, et pas parce qu'ils connaissent mon idéologie, hein, juste parce que de temps en temps, au moment de la bière, on se détend après une heure ou deux de squash, et je suis le sale con qui veut un peu parler de politique. Ça les emmerde profondément. Alors, il y a parfois des mauvaises raisons, et je pense qu'on peut les sortir de leur torpeur et les éveiller un petit peu en disant t'as vu ce que t'es en train de risquer et tout. Mais parfois, dans les mauvaises raisons, il y a une forme de prospérité qui est une sorte d'effet synergique en provenance de la génération précédente de boomers qui leur ont permis de s'acheter un appart ou une maison. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Alors, je le dis de manière intuitive, sans être un sociologue capable de produire des chiffres. Mais franchement, à chaque fois, je tâte le terrain. Je m'aperçois que c'est des gens qui sont plutôt protégés, qui ont hérité et qui sont un peu à l'abri du besoin, mais qui savent confusément quand même que la génération suivante risque de souffrir. Et pour terminer de répondre à ta question, les gens les plus à même d'ouvrir les yeux sont ceux qui ont des enfants en bas âge ou ados. Alors là, vraiment... Tu me rassures, Là, tu me rassures. Hein. Ils se disent, oh putain, il y a un truc qui cloche. Voilà. Et eux, tu peux commencer à leur expliquer les concepts d'Ariane Bilran sur le totalitarisme rampant là, qui est en train de s'insinuer dans les interstices de la vie privée, parce que c'est ça, le totalitarisme d'un point de vue technique. C'est pas une question seulement d'intensité, puisqu'on connaît, toi et moi, la fameuse rhétorique de « Ah, bah, vous avez qu'à aller en Chine et tout ». Non. D'un point de vue typologie de régime, nous sommes dans un régime totalitaire. Pourquoi ? Parce qu'ils se mêlent de tout. Et que maintenant, ils font ce que Ariane Bilran appelle, d'ailleurs, je reprends son expression, une effraction de l'intime. Ouais, c'est assez juste comme expression. C'est assez les cerveaux de nos enfants. Donc là, il y a un problème. Et là, tu as des gens qui commencent à s'éveiller. Alors, la question que je me pose maintenant, et qui est une vraie question, on va dire, philosophique, sans vouloir employer les grands mots, mon cher Nicolas, c'est que quel est... Je veux dire, là, il faut vraiment dialectiser, il faudra reprendre le temps une autre fois peut-être. Quel est le degré d'intentionnalité ? Est-ce que la caste est dans une forme d'hubris qui lui fait penser qu'elle est indestructible et que maintenant elle peut aller, en prévoyant évidemment les 10-20 prochaines années de sa prospérité, commencer à s'en prendre aux enfants pour commencer à les modeler et dire c'est l'État avec un E majuscule bien sûr, qui s'occupe de l'éducation des enfants pour nous en déposséder. Est-ce que c'est donc une forme d'hubris totalement inconsciente qui fait qu'elle ne sait pas que là, elle est sur un terrain miné qui va lui péter à la gueule, mais alors genre big time, ou alors elle est au contraire, et moi c'est ce qui m'inquiète le plus, dans un degré d'intentionnalité hyper bien travaillé. On dit que Macron a quand même claqué plus de 40 milliards avec les cabinets de conseil, et chez McKinsey, tu as des ingénieurs sociaux, que je sache. Donc si ces gens sont payés si cher et pas que de manière pipeau pour détourner des fonds, j'imagine qu'à quand même à un moment donné, ils produisent du boulot. Et donc ils ont peut-être des sujets, si tu veux, basés sur l'étude de la donnée et des mouvements d'opinion de foule, etc., leur permettant de présager que ce terrain sur lequel ils embarquent la cellule familiale dans le but de la détruire, sera rentable pour eux. Et c'est là que je suis très inquiet. Parce que si tout ça est aussi scientifique que ça en a l'air,
poids de moi-même ingénieur social, c'est un truc que j'ai pas souligné dans mon parcours, mais tu l'as peut-être compris en filigrane. Ouais. J'ai fait tout un tas de dossiers, on pourra en parler une autre fois. Mm. Vraiment, pour moi, c'est un peu un mélange des deux, parce qu'ils sont en train d'aller sur un terrain, une pente glissante assez nouvelle, mais en même temps, je crois qu'ils le font avec une totale intentionnalité. Bon, je garde quand même la question ouverte, parce que je ne peux pas dire que j'ai des certitudes, j'ai malheureusement un mauvais pressentiment. Oui, oui, alors c'est intéressant parce que là-dessus, parce qu'on n'a tout de même pas les tanches les mieux oxygénés du bassin dans ces gouvernements qu'on subit depuis un certain temps, et puis surtout celui-ci qui est le plus illégitime de la cinquième, je l'ai déjà expliqué 1000 fois. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, c'est une possibilité, un effondrement, ce que Hubert Calmette, que j'ai reçu la semaine dernière dans Toxin, le grand entretien, appelle de décadence cognitive, un désastre cognitif, finalement, l'effondrement intellectuel qui leur fait faire absolument n'importe quoi et dont ils ne sont pas forcément conscients de tout, dans le sens où ils sont tournés vers les intérêts privés. Et parce que pour mettre en place un truc comme ça, il faut quand même avoir une certaine capacité à l'intelligence. Et là, manifestement, ça confine plutôt à la bêtise. Pour beaucoup d'entre eux, manifestement. C'est une question que je te pose. Alors, je ne le rejoins pas là-dessus pour une raison simple, Ouais, c'est que si lui est capable de décrire une décadence cognitive, ouais. je prendrai moi l'exemple de Gérald Bronner, qui est le seul sociologue pendant quelques années en France, capable, en plus un peu élitiste, un peu comment dire, reconnu, quoi, qui publie des beaux Ouais. bouquins, etc., capable d'apporter des bases. Alors certes, c'est un vernis mondain chez lui, mais plutôt bien gaulé, bien pensé. Il est capable d'apporter la connaissance issue de la neuroscience dans son travail de sociologue, d'accord. Et il écrit notamment La démocratie des crédules, mais aussi un bouquin intitulé Apocalypse cognitive. Et ce mec, quand je le lisais, je me disais, il n'y a aucun doute, il sera de notre côté. Il est aware, comme Jean-Claude Van Damme. Ouais. Bon. Eh ben non. J'apprends en fait que au tout début de la période Covid, il est nommé par Macron avec des gens qu'il coopte, etc. C'est des petits copains, à la tête d'une commission qui s'appelle les Lumières dans le numérique. Pour moi, il vire sa cutie, c'est-à-dire que ça y est, il est du côté de ceux qui nous gouvernent, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que j'essaye de dire au travers de ça? Si tant est qu'on est des gens capables de diagnostiquer l'apocalypse cognitive, mais rejoindre le pouvoir, c'est qu'il ne faut pas être dupe. Il existera toujours une petite caste élitiste au service d'une oligarchie qui elle-même a des moyens illimités, qui va se dire qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Est-ce qu'on n'a pas intérêt? Dans l'ingénierie sociale, tu apprends une chose, c'est que tu ne crées pas ex nihilo des mouvements d'opinion. Tu les encourages. C'est-à-dire que tu vas sur ce que Spinoza appellerait le terrain des passions tristes. Tu les exploites. Est-ce qu'aujourd'hui, Spinoza ayant finalement, par pressentiment, été le premier neuroscientifique, ce que par la suite, donc, on va découvrir au travers de nos biais cognitifs grâce à la neuroscience, quoi. Et Spinoza avait juste compris que les passions tristes, c'est ce qu'il y a de compulsif en nous, c'est ce qu'il y a de bestial. Parce que nous sommes à la fois l'ange et la bête, d'accord? Et on peut toujours réveiller la bête. Tu me comprends? Donc, quand tu as des gens qui sont capables de dialectiser sur ces notions ange et bête, quand tu as des gens qui sont capables d'appréhender ce dualisme que l'être humain porte en soi, mais ils l'exploitent. Et n'est-ce pas ce qu'ils font depuis des millénaires, le fameux diviser pour régner. Et donc, pour te répondre, bien sûr qu'il y a des débiles légers au gouvernement. Ils font partie non pas de l'apocalypse cognitive, je veux dire, c'est une évidence, mais ce n'est pas ça le sujet. Ils font partie d'un plan. Et oui, quand tu prétends avoir un pouvoir jupitérien, la première des choses que tu vas faire, c'est t'entourer de gens qui font pas trop de vagues, qui t'obéissent, d'accord? Et puis d'ailleurs, on le voit bien, regarde Attal, même Édouard Philippe, etc., des espèces de petites tensions, de petites compétitions de coqs vaguement félistes. Là, on voit ça à l'image avec les, tu sais, vas-y, que je te touche la joue, que je te prenne l'épaule, etc. Le petit côté, je te remets à ta place, c'est moi le boss, etc. Ça fonctionne comme une petite mafia tribale, là-haut. Et donc, dès qu'il y a une tête qui dépasse, Macron les remet un peu à leur niveau, et ça se voit. Ce que je dis, c'est n'importe qui peut le constater. Donc, en fait, on a des débiles légers. Je ne pense pas qu'ils soient en quelque sorte le révélateur de la tectonique des plaques cognitives à l'échelle de la population. Non, moi je pense que ceux-là sont les pions, qu'il les faut aussi débiles que possible pour qu'il n'y ait aucun lanceur d'alerte au cœur de cette gouvernance, de telle sorte qu'ils puissent continuer à dérouler le plan. Alors, en 2 minutes, qu'on arrive à la fin de l'entretien, Frédéric, merci d'être là ce matin dans le Toxin. En 2 minutes, vraiment, est-ce qu'on peut espérer faire le pari de l'intelligence collective? Est-ce qu'on peut faire le pari d'un électrochoc populaire? Enfin, pour
pour les gens qui regardent Toxin, bien entendu, qui te regardent toi, qui sont abonnés, qui suivent fidèlement, mais pour les autres dont on a parlé assez longuement dans cet entretien, est-ce qu'il y a l'espoir d'un électrochoc? Alors, il y a toujours cette phrase de Victor Hugo qu'on sort régulièrement quand une idée, enfin personne ne peut arrêter une idée dont l'heure est venue. Ouais. Je ne pense pas justement que ça soit une idée qui, de par sa force intrinsèque, réussisse. Par contre, la logique en quelque sorte d'une idée, c'est-à-dire quand les gens comprennent un raisonnement derrière une idée qui amène l'idée, eh bien, il y a plus de chances qu'ils y adhèrent. Alors, d'où le PIC, le pari de l'intelligence collective, un mouvement que je suis en train de démarrer avec un collectif. C'est le contraire de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale consiste à casser toute intelligence collective. L'ingénierie sociale consiste à fragmenter toute possibilité de transcendance collective, de verticalisation, ne serait-ce que raisonnable, d'un combat. Et quand je dis raisonnable, c'est-à-dire tout à fait légaliste, démocratique, etc., pas de problème, je parle d'un combat idéologique. Mais l'ingénierie sociale consiste à nous éloigner justement en exploitant nos failles cognitives, nos réflexes, voilà, ce que j'appelais tout à l'heure cette petite dose de bestialité que tout le monde porte en soi, on peut l'exacerber, etc. Mais l'intelligence collective, c'est ce qui, justement, c'est cette espèce d'émulsion, d'effervescence intellectuelle qui est possible entre des gens de tout niveau, de tous horizons. Dans cette notion d'intelligence collective, il y a celle de diversité cognitive. Ça ne veut pas dire l'intelligence collective, ça ne veut pas dire du simple fait qu'on est ensemble, on est automatiquement pris individuellement plus intelligent, etc. Mais le collectif, à partir du moment où il est donc le fruit d'un cheminement qui est le rejet par des mécanismes travaillés d'esprit critique qu'il est honnêtement très facile de propager avec un peu de savoir, un peu de connaissance, eh bien, ce collectif émerge dans une logique de riposte contre les manipulations. Donc, en gros, qu'est-ce que c'est que le pari de l'intelligence collective? C'est la riposte idéale à ces attaques que nous subissons sur notre psyché collective. C'est le fait de s'en remettre à une logique d'opposition structurée, d'organisation résiliente, fondée sur l'identification de toutes ces attaques sur notre intégrité. Voilà. Ben, en tout cas, c'est un projet, c'est le tien, en tout cas, merci, et ton collectif. On peut te regarder où, te voir où, Frédéric? Rappelle pour nos téléspectateurs, on peut te suivre où pour être tout à fait. Je suis principalement sur X, et là, la chaîne YouTube Politoscope a démarré. Donc, ça fait déjà 2 axes, c'est bien, c'est du boulot. Et bientôt, politoscope.fr qui va être réouvert. En tout cas, tu as reçu récemment chroniqueur de Toxin et ami Didier Mesto, qu'on salue, Didier, bien entendu, et Alexis Poulain. Voilà, c'est des interviews. Tu as reçu aussi Amélie Ismaili récemment. Voilà, donc n'hésitez pas à aller suivre Frédéric Boucagna, surtout le Parésiaste, sur X, sur YouTube. Et bientôt ainsi, tu nous l'as dit. En tout cas, merci beaucoup, Frédéric, d'être venu ce matin sur Toxin pour nous apporter ce vent frais, en tout cas. Voilà, avec tes mots qui sont invitation. J'espère pouvoir te retourner sur l'Espace Agora. Eh bien, avec grand plaisir, quand tu veux. Merci beaucoup, Frédéric. On te souhaite un excellent week-end et n'hésitez pas à le suivre. Nous, on poursuit la matinale, chers amis. Allez, qu'on continue.